Alors, bonjour Jean-François. Bonjour. On se rencontre aujourd'hui pour que tu puisses nous présenter un petit peu le domaine Jean Bourdy et puis pour qu'on puisse en apprendre un petit peu plus sur l'histoire et les méthodes de travail. Donc d'abord, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, plus précisément? Donc, je m'appelle Jean-François Bourdy, je suis le gérant de la société et également vigneron, plusieurs mois par an dans les vignes, au travail du sol, etc. Et puis le reste du temps, je m'occupe principalement des clients à l'exportation. Ok. Depuis quand existe le domaine? Le domaine est le plus vieux domaine du Jura, puisque d'après nos archives, qu'on a par milliers, il a été créé à la fin 15e siècle. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'il est situé? Alors, il est situé en plein cœur du vignoble du Jura, à Arlay, un petit village qui est un haut lieu d'histoire, peut-être un des plus hauts lieux d'histoire dans la Franche-Comté, et où il y avait dans ce même village déjà de la vigne avant Jésus-Christ. Et puis du coup, au niveau des sols, etc., est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, ce sont des sols plutôt classiques par rapport au Jura, donc on est en argilo-calcaire, sur du lias, du trias. On a bien évidemment, comme tout le monde, des nuances d'une parcelle à l'autre. Par exemple, on a ce qu'on appelle le Montfier juste au-dessus de la maison, 2 hectares, qui est la terre éternelle pour les rouges, puisque là, il y a beaucoup d'argile rouge, alors que 100 mètres plus loin, on est sur des chardonnays, des savagniens, il y a un petit peu plus de limon et un petit peu plus de marne bleue. Et est-ce que tu peux nous dire sur combien d'hectares, le domaine s'étend-il? Alors le domaine, c'est 10 hectares, répartis, tout compris, 10 hectares de vignes plantées. Il nous reste encore un stock de terrain nu de 1/4 d'hectare seulement, donc on pourra l'an prochain ou dans 2 ans ajouter ces 25 arts. Et donc ce sont des parcelles qui t'appartiennent? Alors ce sont des parcelles qui appartiennent pour moitié à mon frère et pour moitié à moi. C'est vraiment de la propriété privée à 100%, il n'y a aucune location. Est-ce que tu peux nous expliquer sur quelles appellations est-ce que vous avez de la production? Eh bien, le village d'Arlay est situé en appellation Côte du Jura, donc par là même on fait toute la gamme entre des rosés, des rouges, des blancs, des vins jaunes, des vins de paille. Nous avons également la chance d'avoir 2 parcelles dans l'appellation prestigieuse Grand Cru Château Chalon. Et puis nous travaillons également le Macvin du Jura et le Crémant du Jura. Est-ce que tu peux me dire combien de bouteilles par an est-ce que vous produisez? Environ 50 000. Tout produit confondu? Tout produit confondu. Ok, super. Et bien maintenant, je pense qu'il peut être intéressant que tu nous expliques un petit peu votre réseau de distribution, parce que je crois que c'est un petit peu particulier, et donc on aimerait bien que tu nous expliques un petit peu mieux comment est-ce que vous travaillez d'un point de vue commercial. Oui, effectivement, il y a à peu près une quinzaine d'années, nous étions très présents en grande surface, mais on s'est vite aperçu avec mon frère qu'en fait on changeait l'argent de place. Et donc, comme j'avais passé plusieurs années à l'étranger dans les années 80 pour faire des études de marketing et de commerce, je me suis tourné vers l'export. Et j'ai décidé de mettre l'accent d'abord et avant tout sur l'exportation. Et en 15 ans à peu près, aujourd'hui on est à 85% à l'export. Un peu partout, j'oserais dire de Vancouver en Australie, en passant par la vieille Europe, etc., les pays scandinaves. Et puis le reste, c'est 15% en France. Sur ces 15%, c'est une majorité de clients privés qui viennent directement au domaine. Et puis nous n'avons que quelques restaurants et cavistes. Ok, super, merci beaucoup. Et revenons un petit peu à toi. Est-ce que tu peux me dire depuis quand tu es au domaine? Je suis revenu en 1990, j'avais 33 ans, c'est-à-dire que pendant une dizaine d'années, je n'étais pas du tout dans le domaine, mais dans des secteurs tout à fait différents. Et du coup,
si je te demandais de me dire un petit peu qu'est-ce que toi tu as apporté de nouveau au domaine, alors quand je dis toi, c'est toi et puis ton frère, parce que j'ai cru comprendre que vous aviez été ensemble pendant très longtemps. Mais qu'est-ce que vous avez apporté de nouveau au domaine, vous, vraiment, par rapport aux générations avant vous? Ben, effectivement, c'est 50-50 parce que, étant donné que nous sommes deux depuis 90, on est rentré à peu près à 6 mois après, à la même époque, on a tout de suite séparé les attributions, le travail, c'est-à-dire que mon frère, lui, était ce qu'on appelle le vigneron et vinificateur, donc vigne et vin, alors que moi, a priori, au départ, je ne travaillais pas dans les vignes et ni dans la vinification, donc c'était plutôt administration commerciale. Ce qu'on a amené, ben, d'abord, la surface a été multipliée par 2,5, parce que même si c'est un domaine extrêmement connu, réputé, il était relativement petit. Je crois qu'on est arrivé avec entre 3,5 hectares et 4 hectares de vignes pour 10 maintenant. C'est pas monstrueux, mais ça a quand même plus que doublé. Et après cette augmentation, je dirais qu'on a amené une continuité, ça c'est très important. On est resté sur une gamme de vins extrêmement classique, très typée du Jura, fin, élégant, c'est-à-dire on ne s'est pas adapté à aucune mode avec des cuvées plus modernes, même si on exporte dans beaucoup de pays, non, on est resté extrêmement classique. Donc ça c'est un changement dans la continuité. Et puis évidemment, comme j'ai souvent l'habitude de le lire, la dernière date très importante parmi ces 5 siècles dans la famille, c'est 2006, quand mon frère m'a proposé de pratiquer la biodynamie. Eh bien justement, c'est super parce que tu viens d'ouvrir l'interview sur la partie biodynamie. Est-ce que tu peux nous raconter du coup cette aventure biodynamie et domaine Jean Bourdy? Oui, bien sûr. Évidemment, comme tout le monde, jusqu'en 2006, on était en conventionnel, c'est-à-dire qu'on utilisait des produits chimiques, tant pour désherber que pour les traitements anti-maladies de la vigne, mildiou et idiome. Et dans l'hiver 2005, mon frère m'a proposé de lire le premier tome aux agriculteurs de Rudolf Steiner. Entre nous soit dit, c'est de l'anthroposophie, c'est-à-dire c'est pire qu'une philosophie, donc au bout de 40 pages j'ai arrêté parce que voilà, hein, c'était quand même un peu complexe d'un point de vue intellectuel, mais de par mon passé d'agronome, j'avais très bien compris la raison pour laquelle il me faisait lire ça, et je lui ai dit, bah oui, ok, on passe tout de suite en biodynamie. Lui, ses raisons étaient pour d'abord la protection des personnes, c'est-à-dire les employés du domaine, tous les gens qui travaillent dans le domaine, mais également, en allant plus loin, bien sûr, apporter un côté le plus simple possible, voire parfaitement simple pour les consommateurs avec des produits, c'est-à-dire des vins, sans aucune molécule chimique. Donc, il n'y a pas eu de souci. Je lui ai dit, bah oui, on passe. Alors, la première année, comme c'est extrêmement difficile et comme on n'a pas voulu passer par le bio, mais directement en biodynamie, il n'a mis qu'un tiers du domaine, justement, en biodynamie, mais l'année suivante, on a vu que ça pouvait marcher, donc on est passé à 100%. Et à partir de 2006, donc, on a demandé les contrôles par Ecocert pour justement avoir la certification Déméter, puisqu'en biodynamie, on ne dit pas AB, bio, on dit Déméter. Et du coup, qu'est-ce que ça implique dans votre travail? Alors quand je dis votre, c'est toi, c'est à la vinif, c'est à la vigne, etc. Mais qu'est-ce que ça implique au quotidien d'activité, concrètement, qu'est-ce que vous faites du coup? D'abord et avant tout, on pourrait citer une des premières phrases d'introduction de la biodynamie qui dit que de la capacité de l'homme à observer ses vignes dépendra la réussite de la biodynamie. C'est-à-dire que c'est un état d'esprit, il faut admettre d'avoir un raisonnement tout à fait différent, très naturel. Et puis effectivement, ça nécessite beaucoup plus de travail physique et des répétitions de travail plus importantes. Par exemple, si les produits chimiques qui luttent contre les maladies de la vigne
font effet presque 12 à 14 jours. Nous, on est en produit de contact puisque ce sont des produits naturels qu'on dépose simplement sur les feuilles, et au bout de 8 jours, il faut recommencer le traitement parce qu'il ne fait plus d'efficacité. Donc on est à entre 8 et 10 traitements au lieu de peut-être 6 ou 7 traitements. Nous faisons très attention, ça c'est une des bases aussi, au cycle lunaire. On ne plante jamais de la vigne, des jeunes pieds de vigne, des chapons comme on dit, n'importe quel jour. Donc on choisit des jours racines. On ne taille pas n'importe quelle vigne dans n'importe quelle lune. Lune montante égale taille des vignes vigoureuses pour essayer de les discipliner, de les freiner un petit peu. À l'inverse, une lune descendante, ça booste quelque part les vignes qui sont un peu plus faibles ou un peu plus vieilles. Il y a une chose aussi qui est une des bases vitales, pratiquement obligatoire, c'est l'usage des préparations. Ça, les deux préparations, la 500, c'est-à-dire la bouse de corne qui s'occupe de l'inférieur du sol, meilleure structure du sol, meilleure vie microbienne, équilibre du sol, etc. Et la 500, c'est-à-dire la silice, qui s'occupe du supérieur, en gros, c'est l'organisation de la lumière pour une meilleure photosynthèse. Ça, c'est obligatoire. Alors, dans le cahier des charges d'émetteurs, il faut prouver l'utilisation d'au minimum une fois par an pour chacune de ces deux préparations. À l'inverse, nous, la silice, c'est 6-7 fois par an. Donc, c'est 6 ou 7 passages. La 500, la bouse de corne, c'est 3 fois au minimum, printemps, automne. Et puis, il faut savoir aussi que, justement, la biodynamie, elle a des aspects que les scientifiques ne comprennent pas encore. C'est-à-dire que, par exemple, la 500, au mois de juillet, au mois d'août, quand il fait une chaleur épouvantable, depuis 15 jours, 3 semaines, un mois, il n'a pas plu, il y a ce qu'on appelle un stress hydrique. La vigne souffre. On met une 500, et puis on la déstresse avec une valériane, donc c'est un passage de plus. Il y a également les tisanes qui sont systématiquement rajoutées dans chaque traitement toutes les semaines contre le mildiou-oïdium. Alors c'est 3 ou 4 tisanes de plantes, par exemple valériane, bardane, reine des prés, camomille, pissenlit, ortie, osier, bardane, voilà, presque chêne aussi un petit peu. Voilà ce qu'on utilise nous. Et on en a au minimum 3, voire 4 chaque fois parce qu'il y a un effet de synergie. Et ces tisanes renforcent l'équilibre de la vigne, renforcent leur défense naturelle et leur capacité à lutter contre des champignons, contre des parasites, etc. Et ça permet également de diminuer très fortement les doses de cuivre. Puisque nous, on est arrivé à un point, là, depuis 2 ans, où même le contrôleur écossais te dit, mais M. Bourdi, qu'est-ce que vous cherchez de plus? Vous êtes à peine à 1 kilo de cuivre métal par an, ce qui est vraiment très peu. Voilà, en gros, le détail. Je peux rajouter quand même que, en ce qui concerne la vinification, oui, on fait attention, ce qu'on appelle les nœuds lunaires, hein, où il y a des oppositions, là, c'est pas bon dans le cosmos, etc. De même qu'on ne touche pas la vigne, on ne touchera pas les vins. On va essayer, si possible, de mettre en bouteille les bons jours. Alors, il y a des jours favorables dans la lune pour des vins blancs, qui ne sont pas les mêmes jours favorables pour les vins rouges. Donc là, on essaye aussi. J'ai oublié de parler quand même d'une chose qui est également essentielle dans la base de la biodynamie, c'est le fait de planter des engrais verts, de telle sorte que nos sols sont toujours couverts avec des légumineuses, des graminées, qui d'une part donc vont protéger le sol, vont produire du carbone, etc., mais vont également enrichir le sol. Et ça, c'est un gros travail, parce qu'il faut, à partir du mois d'avril-mai, il faut broyer, il faut incorporer dans la terre. Il y a un très gros travail aussi, puisqu'on n'utilise plus de désherbants chimiques, travail mécanique, c'est-à-dire on a des petits tracteurs, des jolis petits jouets avec des charrues, qui sont capables de labourer juste entre les pieds de vigne. Et comme on est dans un climat très favorable à la pousse, c'est-à-dire qu'il pleut énormément dans le Jura, il fait très très chaud, et bien l'herbe elle pousse tout le temps du mois de mars au mois d'octobre. Donc moi je suis obligé de passer au moins 5-6 fois pour maîtriser l'herbe, parce qu'il ne s'agit pas évidemment d'avoir une vigne propre comme une autoroute,
surtout pas, il faut qu'il y ait de l'herbe, mais il faut quand même une certaine maîtrise de l'herbe à certains endroits, comme par exemple autour des pieds de vigne. Alors j'imagine que tout ce travail t'oblige à former l'équipe avec laquelle tu travailles, donc je pense que ça c'est aussi quelque chose sur lequel tu as une veille active. Ah, c'est vrai qu'au bout de 15 à 16 ans de cette pratique-là, il y a une grosse expérience, c'est-à-dire que très franchement mon frère et ou moi, en ce qui concerne tous ces travaux, que ce soit de la technique, que ce soit du tractorisme, etc., ben oui, on est franchement très au point. Ce qui n'est pas le cas des jeunes qu'on a. Par exemple, là, ça fait 6 mois qu'on a embauché une nouvelle chef de culture, qui a déjà une expérience, mais qui n'a pas forcément l'expérience, par exemple, des engrais verts, du travail du sol. Et ça nécessite effectivement, parce que les outils sont assez difficiles à conduire, et c'est très délicat, c'est très fin, en centimètres près, ça nécessite quand même une formation importante. Il y a eu de la part de mon frère avant, pendant plusieurs années, la formation à cette fameuse taille Guyot-Poussard qui respecte les flux de sève, qui est la seule qui respecte à peu près la vie naturelle d'un pied de vigne et qui en plus limite très fortement, mais très très fortement, pour au moins moitié, l'esca, qui est une maladie absolument catastrophique et de plus en plus. Et par exemple, depuis que mon frère a formé tout le personnel à cette taille Guyot-Poussard, nous n'avons plus, depuis 3-4 ans, nous n'avons pratiquement plus d'esca. On doit arracher quelque chose comme entre 50 et 100 pieds sur 70 000 pieds par an, donc c'est très faible. Donc il y a une formation aussi. On parle de la vigne, il y a forcément aussi vinification, en l'occurrence pour toi Laura, et puis il y a également une formation qui se fait petit à petit, une formation à notre créneau de vente très spécifique qui est l'export, puisqu'on doit avoir à peu près 40 contacts, entre 7 importateurs au Canada, 10 aux États-Unis, les pays scandinaves, tous, l'Asie, on est jusqu'en Russie, en Chine, Hong Kong, Macao, Taïwan, Japon, etc. C'est un vrai métier qui ne s'improvise pas, même si on a eu la chance, comme toi, de faire des études. Donc il y a une transmission douce pour petit à petit apprendre à connaître d'abord chacun de nos clients avec ses particularités, parce qu'entre Boston et Washington, c'est pas la même façon. Il y en a un qui veut une étiquette comme ci, l'autre il la veut comme ça. Bref, il y a l'apprentissage des différentes cultures, parce que dans chaque pays, il faut être capable, si on veut être performant, de comprendre la culture, les attitudes, et puis s'adapter. Donc il y a cette transmission qui se fait petit à petit aussi par toutes les conversations qu'on peut avoir au fur et à mesure des commandes qui arrivent plusieurs fois par semaine au domaine, et puis également, de plus en plus, mais ça c'est sur le moyen terme, par les voyages que je fais, sauf en 2020, mais jusqu'en 2019, c'est quand même pratiquement 4 mois de voyage dans le monde entier pour visiter les importateurs. Je te remercie beaucoup du temps que tu nous as accordé. Alors, il me reste quand même 3 questions un petit peu plus personnelles. Donc, la première, c'est comment est-ce que tu imagines le domaine dans 30 ans? Toi, si tu étais capable de claquer des doigts et de te projeter, qu'est-ce que tu aimerais y retrouver? Ou ne plus retrouver? Enfin, voilà, comment est-ce que tu imagines les choses? Oui, on est quand même un petit peu dans le domaine du rêve, puisqu'il est très difficile maintenant, même de prévoir à plus d'1 an ou 2 ans, etc., à quelque propos que ce soit financier, que ce soit commercial et autres. D'abord, je ne suis pas sûr que je rêverais d'un domaine multiplié par 2, ou par 3 ou par 5 en surface, parce que la biodynamie, c'est tellement difficile. Et ça nécessite tellement d'ascension que j'ai l'impression que plus on délègue à cause des surfaces en augmentation, moins on est rigoureux. Ça c'est une chose. J'espère que les différents marchés le permettront, j'aimerais voir encore quand même beaucoup de ces vins classiques
qui, quoi qu'on dise, ont fait la réputation du Jura d'une part, mais plus particulièrement du domaine. Et je m'aperçois qu'on n'a pas de difficulté à vendre ces vins classiques par rapport à des vins plus modernes. Donc quelque part, c'est une identité, une différence flagrante de ces vins du Jura par rapport à tous les autres. Et puis, dernière chose, pourquoi pas dans 30 ans que ça soit toujours la 16e génération, voire une 17e qui par hasard pourrait commencer à pointer son nez en montrant un certain intérêt. Ah, j'ai cru que tu allais nous oublier. Et puis, sans réfléchir comme ça du tac au tac, est-ce que tu peux me dire une chose que tu as adoré faire dans ces 30 années de vie de vigneron? Une seule chose. J'ai pas droit à deux, c'est dommage, Non. parce qu'il y en a deux qui sont très importantes. Une seule chose, choisis. Je vais parler de la biodynamie quand même. Ça t'a vraiment... C'est quelque chose auquel tu tiens et que tu as vraiment aimé mettre en place. Oh, oui. Ok. Et à l'inverse, donne-moi une chose que tu as détesté faire. Des erreurs que j'ai fait dans le passé en prenant de mauvais choix sur des créneaux de vente qui n'ont rien rapporté, qui en fait nous ont simplement fait perdre du temps, alors que si j'avais été plus raisonnable ou moins dispersé, le domaine serait encore un peu plus avancé. Ok, super. Merci beaucoup Jean-François.